Voici le Nissan Juke 2024. Qu'est-ce qui est nouveau? Est-il meilleur? Et devriez-vous l'acheter? Je suis AJ, vous regardez AutoGFuel, entrons dans le vif du sujet. La première chose que vous remarquerez est le retour de cette couleur jaune Mark 1. Nissan a été vraiment fier de cela dans leur communiqué de presse. Ils ont parlé de comment ils ont écouté les retours des clients et ont ramené cette couleur. Vous avez toujours ce Pikachu, mignon, rond, très funky et jeune dans son design. C'est toujours environ 4,2 mètres de long, ou 166 pouces. Cependant, il y a une nouvelle variante. Voici le modèle haut de gamme N Sport. Il a des éléments comme ce toit noir contrastant ainsi que des protections noires en bas. Et il y a de nouveaux designs de roues. Selon la finition, vous avez aussi des options spécifiques. J'aime vraiment beaucoup ces magnifiques jantes de 19 pouces très brillantes. Eh bien, un Pikachu joufflu. L'arrière est un peu plus sérieux, mais reste très tridimensionnel et sculpté avec un pare-brise incliné. Mais comment cela se traduit-il au volume du coffre? Nous verrons bientôt. En bas, un design de pare-choc assez propre et heureusement pas de fausses sorties d'échappement. Voici le porte-clés. Pas très spectaculaire, mais c'est vraiment à l'intérieur, ça qu'on voit que c'est une toute autre histoire. Les matériaux en haut de la porte sont un peu durs, mais vous avez un éclairage d'ambiance juste ici. J'aime toujours un bel éclairage d'ambiance dans une voiture, des matériaux doux et rembourrés ici. Et cette couture contrastante, cette couleur jaune, elle est un peu partout à l'intérieur. Brillant noir cependant, juste ici. Bon espace de rangement. Si on regarde à l'intérieur, vous avez différentes options de couleurs pour les sièges. Étant le modèle N Sport, il est pourvu de surpiqûres jaunes et d'alcantara jaune sur le dessus, ce qui lui donne un aspect unique. Des sièges sans animaux et même le tableau de bord a encore plus d'alcantara et des touches de jaune ici. Le grand sujet de discussion, c'est le nouveau système d'infodivertissement. Alors, comment ça se passe pour y entrer? En fait, même si c'est un petit crossover urbain, la position assise est vraiment assez droite et confortable. On pourrait croire qu'on est dans un SUV ici. Le volant est aussi vraiment agréable et grand. Et ce nouveau système d'infodivertissement à écran tactile de 12,3 pouces est également légèrement incliné vers moi et c'est un cockpit vraiment captivant. Bon matériel ici, une boîte à gants amortie qui est en fait assez grande, un peu plus grande dans cette génération. Et cet écran tactile de 12,3 pouces. Vraiment un affichage net, un peu lent, mais même la caméra 360 et la caméra de recul ont une bonne résolution. Vous pouvez également choisir les widgets dans la disposition de l'écran d'accueil. Sans fil, Apple CarPlay et Android Auto, bien que la navigation n'apparaisse pas sur votre tableau de bord ici. Seule la navigation intégrée est affichée là-bas, bouton de raccourci avec un bouton de volume. Alléluia, vraiment facile. J'adore ça. Bouche d'aération. Climatisation. Unité séparée avec des boutons et des manettes manuelles, donc vraiment bien exécuté. Chargeur sans fil juste ici. Quelques chargeurs USB, une prise d'alimentation 12 volts. Et ici, belle qualité. L'ajustement et la finition sont assez bons dans ces domaines. Certaines zones plus bas, pas les meilleures, mais je peux le pardonner. Vous avez votre sélecteur de vitesse, le sélecteur de mode de conduite ici, le frein électronique et de série, porte-gobelet sans pince adaptative et enfin un accoudoir qui ne se glisse pas vers le haut ou le bas, mais se soulève pour révéler un petit compartiment en dessous. Des boutons partout sur le volant et je parle bien de vrais boutons, pas de pavés tactiles. Vous obtenez des palettes si vous avez une transmission à 7 vitesses. Cet instrument numérique, également de 12,3 pouces, a été amélioré pour cette année modèle. Et regarde ces jauges 3D impressionnantes sur le côté pour le régime moteur et le compteur de vitesse. Vous pouvez avoir la navigation intégrée sur l'écran ici, mais aussi une multitude de vues différentes utiles, y compris tous les systèmes d'assistance que vous avez actuellement activés. Vous pouvez aussi obtenir le système Bose en option avec des haut-parleurs dans l'appui-tête. Eh bien, je ne peux pas jouer de musique protégée par des droits d'auteur, ce micro n'y ferait pas justice. Voici ma réaction avec la musique à fond dans cette voiture. La poignée des portes arrière est ici. Ce n'est pas une grande ouverture, mais compte tenu de cela, c'est assez haut et entrer est assez facile. Regardez les matériaux de la porte, c'est une histoire un peu différente. C'est assez dur et un peu de rembourrage ici, mais globalement,
on voit où ils ont fait des économies. Il reste un peu d'espace pour ranger une bouteille d'eau. Les sièges, cependant, sont vraiment très confortables. Ils ont donc porté attention et investi là où cela avait le plus de sens. Cela étant dit, ils ont aussi fait attention aux détails, donc j'aime vraiment ce petit espace pour garder la ceinture de sécurité quand vous rabattez les sièges. Les points de fixation Isofix sont recouverts par un rabat qui se soulève, ne tombe pas et vous ne risquez pas de le perdre, ce qui est pratique. Il y a aussi des poches au dos des sièges pour garder quelques objets. Pas beaucoup de tunnels de transmission non plus, donc 3 personnes peuvent s'asseoir assez confortablement en cas de besoin. Donc, si j'étais vous, je choisirais une couleur plus claire pour que ça paraisse plus aéré, surtout ici à l'arrière. J'ai de la marge au-dessus de la tête, je fais environ 1,70 m, 5 pieds, 8 pouces. Voici ma position de conduite, donc vous pouvez voir que j'ai suffisamment de place pour les genoux. Et à cause de ce style de siège de SUV, vous avez le siège un peu plus haut. Cela signifie que, comme passager derrière le conducteur, j'ai plus de place. Glissez mes pieds sous le siège avant. Donc, l'espace ici est en réalité pas mal du tout. Ils ont gardé un extérieur compact. Cependant, ils ont également offert un intérieur plutôt bien agencé et assez spacieux. Malgré la fenêtre inclinée, vous obtenez en fait jusqu'à 422 litres de volume de coffre. Un peu moins si vous avez la roue de secours et encore moins si vous avez l'hybride parce que la batterie est là. C'est quand même une zone de chargement assez large d'environ 101 cm ou environ 39 pouces. Et bien qu'il n'y ait pas de compartiment ici, vous pouvez rabattre les sièges en style 60-40, ce qui permet de créer un espace de rangement plus large. Ils restent assez plats. Et maintenant, bien sûr, le volume de votre coffre est considérablement augmenté. Vous pouvez aussi charger des objets plus longs que vous achetez chez Ikea, n'est-ce pas? Voyons voir, cela fait environ 57 pouces ou environ 146 cm. Pas mal. Les mêmes options de moteur sont reconduites pour cette année modèle. Vous obtenez donc un 3 cylindres turbo-essence qui développe 114 chevaux, boîte manuelle à 6 vitesses ou à double embrayage 7 vitesses. Ou vous obtenez ce moteur à essence 4 cylindres de 1,6 litres avec un système hybride moteur électrique et une batterie de 1,2 kWh pour une puissance totale du système de 143 chevaux, mais ils sont tous deux en traction avant. Alors, comment est exactement la conduite du Nissan Juke? Nous sommes sur l'accès, entrant maintenant sur l'autoroute, en route vers Berlin, notre prochaine destination. Parlons un peu de la direction. Je prends ce virage et la première chose qui m'a agréablement surpris, c'est à quel point la direction est agréable. Il n'y a pas de mou, c'est très direct. Ce n'est pas trop agité, mais cela demeure vraiment captivant et intéressant. Ça te donne un bon retour avec un bon poids. En fait, lorsque vous êtes en mode sport, le moteur à essence de ce groupe motopropulseur hybride prend le dessus. Vous l'entendez plus. Ce n'est pas une ECVT, mais un système hybride à mode multiple. Donc, le moteur peut faire ses propres choses pendant que le moteur électrique complète la puissance et charge la batterie. C'est une interface très complexe entre ces différents systèmes d'entraînement et la chaîne cinématique. Mais ce n'est pas un bruit désagréable. C'est un 4 cylindres, c'est 1,6 litres, donc ça fait un peu de grondement. Je ne dirais jamais que c'est agréable à écouter, mais cela devient beaucoup plus fort et intense en mode sport. La direction devient aussi plus tendue. Je pense que le mode standard est probablement déjà assez amusant. Et vu que ce n'est pas une voiture de sport, je pense que c'est un bon équilibre entre le poids de la direction et le dynamisme global du groupe motopropulseur et de la transmission. En plus de la direction, la visibilité est aussi vraiment excellente et appréciable. Vous êtes assis plus haut, donc cela donne un peu cette posture de SUV typique des grands véhicules modernes. Et avec ce large pare-brise, les très grandes fenêtres sur le côté, cette incroyable hauteur sous plafond, je me sens vraiment à l'aise. Je me sens à l'aise. J'aimerais qu'il y ait un revêtement de toit plus clair, une couleur plus claire. Et la lunette arrière est bonne. Ce rétroviseur capture tout l'espace là, vous savez, offrant une vue détaillée qui permet de tout voir sans problème. Donc, la visibilité sur la grande autoroute ou dans les parkings, c'est définitivement un pouce en l'air pour ça. L'insonorisation à grande vitesse sur l'autoroute est en fait assez bonne aussi. Ce sont des roues de 19 pouces avec des pneus Hankook, mais elles sont vraiment bonnes. Elles contrôlent bien la résistance au roulement et le bruit n'est pas si mal non plus. Le bruit du vent est aussi assez minimal.
Donc en général, ce n'est pas « j'ai conduit la Lexus récemment ». Alors assurez-vous de regarder cette vidéo. C'est une classe un peu différente, mais c'est quand même un crossover urbain de taille similaire. Cela avait certainement une meilleure isolation phonique, mais ce n'est certainement pas mauvais. Ce n'est pas bruyant comme d'autres voitures. Cette voiture est aussi équipée de systèmes d'assistance agréables. Alors, vous avez un limiteur de vitesse, ce qui est vraiment cool. J'ai aimé utiliser le limiteur de vitesse en ville parce que je veux plus de contrôle. Je veux être celui qui accélère parce que je ralentis constamment pour les piétons ou les cyclistes. En ville, c'est plus variable. Et je veux m'assurer de ne pas dépasser la limite de vitesse et recevoir une amende. Je suis content que ce soit là, mais si vous appuyez sur ce bouton ici, je peux régler le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance de maintien de voie. Je l'ai réglé à la limite de vitesse. Ça va me centrer dans la voie, donc je ne serai pas juste en train de rebondir sur les bords de la voie. Je peux aussi régler la distance que je voulais maintenir avec la voiture devant moi. Donc, toutes les choses habituelles que nous connaissons aussi d'autres producteurs et fabricants. Et ici, dans la Nissan Juke, ça marche vraiment avec assurance. Le système ne faiblit pas, il n'y a pas de faux pas. Il y a aussi la reconnaissance des panneaux de signalisation, donc il capture la limite de vitesse, vous la montre et vous alerte si vous allez plus vite. Mais j'aurais aimé qu'il y ait un raccourci d'une seule touche. Il y a un bouton ici, il y a une touche inutile qui ne sert à rien. Je souhaiterais que cela ait été assigné à cela. Mais dès que la limite de vitesse change, je peux accepter la nouvelle limite de vitesse comme réglage du régulateur de vitesse adaptatif ou du limiteur de vitesse plutôt que d'avoir à maintenir appuyé. Les boutons plus ou moins pour adapter la vitesse. Des petits détails comme ça que j'aurais aimé. Nous roulons depuis peu de temps, mais en ce moment, ça indique 6 litres pour 100 km, 6.2, mais nous venons juste de partir et j'avais conduit avant de commencer à filmer et j'ai vu des chiffres assez décents. Je dirais quelque chose autour de 4,8 à 4,9, surtout si vous conduisez en ville où il utilise beaucoup le mode électrique. C'est un chiffre assez bon pour cette chaîne de traction hybride. En parlant de ça, vous avez aussi le bouton de raccourci pour les pédales ici. Quand tu l'allumes, la voiture te donne ce contrôle super précis à une seule pédale, ce qui rend la conduite plus intuitive, tu sais. Donc, le freinage régénératif est réglé à un niveau très élevé. Donc, dès que vous commencez à relâcher la pédale d'accélérateur, il commence automatiquement à vous ralentir. Et de cette manière, avec une seule pédale, vous pouvez presque totalement contrôler et moduler votre vitesse en ville. Le volant, le rayon de braquage est aussi très serré, donc se garer et manœuvrer, faire des demi-tours, très capable, très facile. Mais sur l'autoroute aussi, c'est très rassurant grâce à ces systèmes d'assistance. Il se sent très stable et ce poids lourd dans la direction et cette suspension qui est un peu plus rigide pour être honnête, mais l'avantage de cela est que, vous savez, à des vitesses plus élevées en prenant ce virage, la voiture est très stable, elle est très bien équilibrée, il y a très peu de roulis à signaler. Donc je pense que c'est une bonne combinaison, mais gardez à l'esprit que c'est un peu, juste un tout petit peu, du côté plus ferme. Nous étions sur des chemins de terre et ça bougeait et tremblait un peu à l'intérieur sur ceux-là, sur ces chemins de gravier. Donc l'hybride, non. Alors il y a un moteur 1.6, 4 cylindres et un système électrique. Vous pouvez sentir la transition entre le moteur à essence et le moteur électrique, mais c'est fluide et imperceptible tant cela se fait sans à-coups. Ce n'est pas un ECVT à proprement parler, c'est une automatique multimodale. C'est un peu plus compliqué, je suppose, mais le moteur a tendance à bourdonner. Mais on l'entend un peu plus fort parce qu'elle pourrait passer dans ce mode spécifique, parce qu'elle doit charger la batterie ou fournir une puissance supplémentaire. Donc, il fait continuellement son propre truc. Il devient plus bruyant lorsque vous accélérez fort, lorsque vous appuyez, et surtout quand vous passez en mode sport, alors le moteur à essence est définitivement au premier plan. Bien que le moteur électrique aime assister, il intervient beaucoup plus. Et vous appuyez comme ça, les dépassements rapides sont également gérés vraiment facilement. Et en mode sport ici, et comme je prends ce virage, vous savez, la direction se sent aussi beaucoup plus lourde. Le contrôle du corps est également très bien contenu. Le moteur et la transmission avec ce système hybride multimode sont comme prévu. Ce n'est pas forcément révolutionnaire.
Pourtant, je trouve que c'est aussi bon que la concurrence. Il n'y a rien de mieux qu'eux. Donc, sorti de l'autoroute et dans la ville ici, à Berlin, l'ordinateur de bord indique que nous consommons 4,8 litres au 100 km. Alors voilà, un très bon chiffre. Et c'est pourquoi j'aime les hybrides puissants. Les hybrides rechargeables, oui, mais ils ont du sens quand vous pouvez les recharger chez vous. Mais si vous ne pouvez pas, un hybride puissant comme celui-ci garantit toujours que vous conduisez en mode électrique en ville et ensuite en essence sur l'autoroute. Et parce que la batterie est légère, seulement 1,2 kWh, elle ne consomme pas d'énergie supplémentaire. Vous savez, simplement parce qu'elle doit être transportée. Donc 4,8, je pense que c'est bon. La version de base commence à 25 000 €, mais celle-ci, hybride, est aux alentours de 35 000 €. Garder les bonnes options et tourner autour de 30, c'est le point idéal pour le Juke. En gros, aujourd'hui, je suis reparti impressionné. C'est compact, facile à garer, et son petit rayon de braquage est pratique en ville, mais l'intérieur offre beaucoup d'espace. La suspension est un peu ferme, mais elle se comporte vraiment bien sur les routes sinueuses avec une direction très communicative. À mon avis, ce moteur hybride 1.6 est aussi le meilleur choix entre les deux. Mais toi, que penses-tu de cette voiture? Mets-le dans les commentaires ci-dessous et jette un œil à ces autres critiques de ses concurrents.